A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ahlan wa sahlan. Bonjour à tous, chers téléspectateurs de notre TV. Nous sommes aujourd'hui vendredi 28 novembre 2025 et nous sommes ensemble jusqu'à 18 heures. Vous l'aurez bien compris, nous sommes dans le cadre de votre émission hebdomadaire Grand Angle. Et au menu, aujourd'hui, nous avons choisi donc de parler d'une question d'actualité, une question très importante en rapport avec le développement de l'actualité nationale ces dernières semaines. Donc, nous allons donc aujourd'hui parler de la thématique en rapport avec les détournements des deniers publics. Voilà, j'y arrive. Les détournements des deniers publics et le surendettement du Gabon. Voilà. Et donc, pour en parler, comme à chaque vendredi, nous avons nos deux invités. Monsieur Nestor Obian. Bonjour, monsieur Obian. Bonjour, monsieur Bouka. J'espère que vous allez bien. Toujours enchanté de discuter avec vous des problèmes de l'intérêt national. Voilà, pour nous c'est également un grand plaisir parce que vous nous permettez effectivement de nous édifier par rapport à l'actualité sur le plan politique, économique et social, dans le cadre de la géopolitique et voilà, j'en passe. Voilà. Et à ma gauche, monsieur Privat Ngomo, monsieur Ngomo, Otep. Otep, mon frère. Otep à tous les Kamites du Gabon et d'Afrique qui nous suivent actuellement. J'espère que vous allez bien. Écoutez, j'essaie de me porter aussi bien que mon grand frère Nestor Obian, avec qui je vais essayer de croiser le fer dans ces débats, comme vous l'avez dit, très importants et d'actualité. D'accord. Alors, en tout cas, c'est un plaisir qui est partagé parce qu'effectivement, avoir de lumière comme ça sur notre plateau, dans le cadre donc de notre média, nos TV, c'est un avantage indéniable. Parce que ça nous permet effectivement d'être auprès des Gabonais pour les édifier, pour les orienter, en tout cas, pour parler des choses du pays, comme on dit. Voilà. Voilà, comme je disais donc à l'entame de mon propos, aujourd'hui, donc nous avons choisi de parler du surendettement du Gabon et le lien fait avec les détournements des deniers publics, bien sûr en rapport avec l'actualité judiciaire du Gabon, où on a vu ces dernières semaines, en tout cas du moins la semaine dernière, la fin du procès des Bongo Valentin, où il a été mis en lumière effectivement le fait que beaucoup d'argent avait été donc détourné des caisses de l'État, des détournements massifs qui, d'une certaine manière, sont on va dire, à classer dans le cadre donc, des causes de la situation de surendettement du Gabon aujourd'hui qui pose problème de plus en plus. Et d'ailleurs, même la plupart donc, des analystes, des économistes en parlent parce qu'aujourd'hui, avec les ambitions donc, légitimes du Gabon donc, de se reconstruire et surtout donc, de se doter de ce qu'il faut pour pouvoir faire du Gabon un pays moderne, on a besoin de mobiliser nos ressources financières. Donc, d'où la pertinence et l'importance de cette question-là. Alors, donc là, on va demander à la technique de nous lancer la petite transition pour que nous puissions revenir juste après pour lancer les hostilités. Voilà, donc nous revoilà sur le plateau donc de Grand Angle. Comme je disais, nous allons donc aborder donc une question essentielle qui va nous permettre effectivement de comprendre certains mécanismes qui expliquent aujourd'hui le fait que le Gabon soit un pays qui soit caractérisé par une situation d'endettement assez préoccupante. Voilà, donc nous avons, comme à l'accoutumée, choisi un certain nombre d'éléments audiovisuels sur lesquels nous allons nous appuyer pour pouvoir donc échanger juste derrière. Et voilà le premier élément. Nous demandons à la technique de le lancer pour que nous puissions nous retrouver juste après. Le budget est en excédent. Si les dépenses dépassent les recettes, le budget est en déficit. Les administrations publiques doivent alors emprunter cette différence pour financer le déficit. Le nouvel emprunt s'ajoute à la dette publique, c'est-à-dire aux emprunts qu'elles ont contractés année après année et qu'elles n'ont pas encore remboursés. La dette publique peut servir à soutenir l'économie dans les périodes de faible activité ou à financer des dépenses utiles pour l'avenir. Cependant, les administrations publiques doivent rester vigilantes quant à leur niveau d'endettement. En effet, un endettement trop élevé comporte des risques, notamment de dépendance accrue vis-à-vis des prêteurs,
et peut même devenir insoutenable. Il est difficile de définir un niveau maximum d'endettement. Mais comment la dette peut-elle devenir insoutenable? Cela dépend d'abord des décisions prises sur les dépenses et les recettes publiques. Ainsi, augmenter les dépenses et diminuer les recettes tend à augmenter la dette. Mais le taux d'intérêt de la dette et le taux de croissance de l'économie jouent aussi un rôle majeur dans l'évolution de la dette. Quand le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, la dette tend mécaniquement à augmenter. On parle d'effet boule de neige. Les taux d'intérêt auxquels l'État et d'autres acteurs publics peuvent emprunter dépendent notamment du niveau de confiance dans la santé économique du pays. En effet, plus les prêteurs sont confiants, plus ils acceptent de prêter à des taux d'intérêt bas. Enfin, la dette publique est plus ou moins soutenable selon le type de dépenses qu'elle sert à financer. Par exemple, financer des projets d'avenir accroît le potentiel économique du pays et renforce à terme ses capacités de remboursement. La dette est donc un élément important à prendre en compte dans la politique budgétaire d'un pays. Il faut y recourir avec précaution. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site ABC de l'économie. Vous y trouverez des fiches pédagogiques, d'autres vidéos et des jeux. Voilà, donc nous sommes de retour sur le plateau de Grand Angle. Voilà, c'était là un élément audiovisuel qui nous a permis donc de planter le décor et dans lequel nous avons entendu un certain nombre de notions pour lesquelles je veux me tourner vers mon premier intervenant, donc Monsieur Privan Gomo. Déjà, pour nous donner quelques définitions, d'accord. On a entendu beaucoup de termes, terminologie, dette publique, emprunt, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour déjà nous mettre dans le bain, effectivement, pour qu'on puisse véritablement déjà saisir de quoi il est question par rapport à cette problématique. Et merci beaucoup, mon frère Bouka. C'est une bonne entrée en la matière. Et comme mon vis-à-vis, Nestor Tadé Obiang et moi avons vocation à être pédagogues, car nous voulons vraiment instruire les Gabonais sur des questions qui peuvent paraître complexes. Nous devons donc parfois de commencer de façon assez méthodique par les définitions. Donc ce serait bien effectivement que les différents termes qui ont été utilisés dans ce reportage puissent être définis pour que les Gabonais, ceux qui nous suivent, comprennent exactement de quoi il est question. Et je pense que après la phase de définition, pour entrer dans le vif du sujet, comme vous le suggérez en antenne, il serait bien qu'on essaie de voir comment les différentes dettes ont été contractées auprès des différents bailleurs de fonds. C'est important de savoir quel type de bailleurs de fonds vers lesquels le Gabon s'est tourné et comment avons-nous pu avoir certains emprunts et comment ces taux ont été arrêtés, les taux donc d'emprunt, et comment ces dettes vont être payées dans les échéances qui ont été arrêtées, dans quelles conditions elles étaient. Voici les questions qu'on va pouvoir aborder, je crois, dans la deuxième partie, si vous en avez convenance. Et puis, en troisième et dernière partie, peut-être maintenant venir sur les détournements qui ont été effectués dans notre pays, et des détournements qui ont donc conduit au surendettement. Voilà, le surendettement qu'on a pu constater avec, pour ce qui est du Gabon, près de 7000 et quelques milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est-à-dire nous dépensons largement les 110% du PIB. Puis bon, bien entendu, après il faudra conclure et peut-être donner quelques recommandations à ceux qui dirigent l'économie de notre pays. Tout à fait. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des définitions, je ne vais pas vraiment m'étendre là-dessus, mais j'ai vu que la notion de dette est une notion importante, de dette publique. Et donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vais laisser le soin à mon frère Nestor de revenir peut-être plus en détail sur ce qui est du principal de la dette, de l'intérêt de la dette, du service de la dette, des emprunts, les taux qui sont pratiqués, et puis les encours. Et puis après, on verra les acteurs qui entrent en jeu dans cette transaction qui conduit donc à l'endettement.
Très bien. Alors, Monsieur Obiang, vous avez donc la parole. Vraiment en français facile pour que voilà, le commun des Gabonais puisse essayer de bien appréhender effectivement ces notions-là. Mais je vous remercie. J'ai toujours parlé en français facile. C'est-à-dire que le devoir pédagogique nous impose de parler un langage qui soit accessible à tout le monde. Effectivement. Bien. Mais avant de répondre, avant de donner les définitions des différents thèmes que nous avons entendus, j'aimerais quand même appeler l'attention de certains de nos dirigeants, de nos planificateurs de développement. L'exercice auquel nous nous livrons depuis un certain temps n'a pas pour but, n'est-ce pas, d'être l'interface du gouvernement. Non, nous savons que le gouvernement, chacun des ministres sectoriels a reçu une feuille de route et qu'il doit nécessairement, à terme, n'est-ce pas, l'obligation des résultats. Tout à fait. Nous ne leur faisons pas concurrence, nous ne sommes pas leurs adversaires. Mais il se trouve que, de manière volontaire et patriotique, pour avoir voté le président actuel de la République, nous lui apportons notre concours pour qu'il ait des éléments comparatifs afin que sa décision, in fine, soit bâtie sur des socles solides. Parce que la réalité qui va apparaître, c'est qu'il aura 2 tableaux de bord qui lui permettent de mieux comprendre et de prendre toute sa décision en toute connaissance de cause. Et en toute objectivité. En toute objectivité, mais surtout en toute connaissance de cause, parce qu'il aura des rapports techniques aussi qui viendront étoffer ceux qui sont faits au niveau du gouvernement. Ça veut dire en réalité, nous lui permettons d'avoir 2 visions d'un même problème. C'est comme quand vous êtes enseignant. Vous avez des élèves dans votre classe. Lorsque vous leur donnez un sujet, ben vous verrez que les réponses sont en fonction de la manière dont chacun d'entre eux a compris le sujet que vous leur avez donné. Nous le faisons aussi à l'échelle nationale et en mondovision pour que les uns et les autres, si les choses leur paraissaient difficiles, si le langage était un langage ésotérique, qu'il devienne simple et facile à comprendre pour le commun des mortels, parce que parmi nous, il y a quand même des gens qui ont une excellente facture en termes de connaissances, en termes de formation, et donc qui peuvent facilement comprendre quelle est la préoccupation qui sous-tend notre sujet de ce jour. Donc, sans plus tarder, je passe aux définitions. Qu'est-ce que la dette? La dette est une prestation de somme d'argent, c'est-à-dire ce que l'on prête et que l'on doit rembourser. Ce que l'on prête ou ce que l'on emprunte? On emprunte, mais ce que l'on prête auprès d'un organisme. D'accord. Auprès d'un bailleur. Parce qu'il y a souvent une petite confusion entre prêter et emprunter. Oui. Lorsque je viens vers vous, vous sollicitez, j'emprunte. Mais vous m'accordez un prêt. Exactement. Voilà. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, lorsque nous parlons de dette publique, parce qu'il s'agit de la dette publique dont nous parlons ici, ce n'est pas de la dette privée, ce n'est pas de votre dette en tant qu'individu. La dette publique est constituée par l'ensemble des sommes empruntées par l'État ou déposées auprès de celui-ci. Cette dette est décapée en plusieurs sous-parties. Il y a la dette publique, il n'y a pas la dette flottante. Dans la dette publique, il y a la dette flottante, celle qui est constituée par les bons du Trésor de toute nature, les dépôts des correspondants du Trésor et les concours soit de la BAC, soit des organismes tels que la BVMAC. Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Tout à fait. Vous avez, toujours dans les termes, n'est-ce pas, la dette inscrite. Celle-ci est représentée par les emprunts à moyen et à long terme de l'État, à partir desquels on rattache parfois la dette perpétuelle, montant qui est variable. Alors, j'explique simplement. Qu'est-ce qu'on entend par la dette perpétuelle? La dette perpétuelle, c'est celle que l'État ne peut pas compresser. Pourquoi? Par exemple, le paiement des prestations de ses agents, les salaires, invalidité, les salaires, les pensions de retraite, et j'en passe. Les charges incompressibles. Les charges incompressibles. Donc, ça devient ce qu'on appelle une dette perpétuelle. Parce que les montants peuvent varier d'une année à une autre, mais c'est toujours là parce que ça fait partie des charges que l'État doit supporter. Par rapport à son fonctionnement. Par rapport à son fonctionnement. Bon. Et ensuite, pour parler toujours de la dette publique, il y a ce qu'on appelle la consolidation de la dette publique, c'est-à-dire une mesure de gestion qui tend à allonger le remboursement en substituant des titres à plus long terme à des titres à court terme. Bon, en termes de comptabilité publique, on appelle ça le virement
de chapitre à chapitre ou le virement d'article à article. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver qu'en cours d'exercice budgétaire, on se rende compte que certains chapitres ont été gonflés par rapport à d'autres. Et donc, si on éprouve les besoins, n'est-ce pas, dans le cadre de l'exercice budgétaire, n'est-ce pas, de réaliser en un an ce pourquoi le budget a été voté, on va donc faire un transfert. C'est-à-dire que là où ça n'a pas beaucoup servi, on peut puiser là-dedans pour donner à un autre chapitre où on estime que c'est une dépense prioritaire. C'est pas un détournement? Ce n'est pas un détournement, c'est une pratique comptable. D'accord. Le virement d'article à article ou le virement de chapitre à chapitre. Mais il faut naturellement, dans le cas des administrations sous tutelle, obtenir, n'est-ce pas, l'avis ou l'aval du ministre des Finances. Exactement. Mais dans le cas de l'État, c'est le ministre des Finances qui, avec ses services, compte tenu d'un certain nombre d'impondérables qu'on doit observer tout au cours de l'exercice budgétaire, n'oublions pas que nous sommes tenus par l'annualité budgétaire. Et c'est dans le cadre de l'annualité budgétaire que l'on voit les prévisions de recettes et les prévisions de dépenses, parce qu'un budget bien présenté doit être présenté en équilibre. Exactement. Maintenant, il se peut qu'en cours d'année, lorsque un certain nombre, n'est-ce pas, de préoccupations ont été consommées et qu'on se rend compte qu'on a peut-être oublié quelque chose, on peut faire il y a deux formules. Des rallonges budgétaires? La rallonge budgétaire doit passer par une loi des finances rectificative, c'est-à-dire qui rectifie la première mouture qui a servi de base pour élaborer le budget de l'année. Donc, loi des finances rectificative. Mais par des techniques internes, on peut procéder au niveau du ministère des Finances à ce qu'on appelle des avances sur la balance d'entrée. La balance d'entrée, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en prévision du prochain budget, puisqu'il y a souvent des sommes qui sont reportées, on se dit, bon, ben écoutez, nous avons besoin de terminer tel ou tel projet cette année, parce que l'an prochain, il y a d'autres priorités qui seront prises en compte. Donc, ce qu'on va faire, nous allons puiser dans ce qui est prévu pour tel ou tel projet, pour que celui en cours de réalisation soit terminé le plus rapidement possible, pour que l'an prochain, dans la présentation du nouveau budget, on ne retrouve plus ce projet qui avait été voté pour une année. Exactement. N'est-ce pas? Annualité budgétaire. Exactement. Parce que tout ce qui est contenu dans le budget doit être exécuté en un an. Ce qui n'a pas pu l'être fait peut être mis au compte de la pluriannualité des budgets, ou alors des sommes à reporter pour l'exercice de l'année suivante. Donc, c'est cette balance d'entrée où on peut puiser. Parce que lorsque le budget est voté, c'est le ministère des Finances qui procède aux répartitions, qui met donc à la disposition des ministères sectoriels et de tous les organismes publics, n'est-ce pas, ce pourquoi ils ont voté le budget. Donc on peut faire des petites balances lorsque vraiment le besoin, n'est-ce pas, s'exprime pour que les dépenses courantes, d'ailleurs dans beaucoup de lois, je prends par exemple dans la loi sur la décentralisation que je connais bien, les maires, les présidents des assemblées départementales ont droit à utiliser en entrée, donc en début d'exercice budgétaire, 6% du budget de la collectivité pour faire face rapidement à des dépenses comme celles d'équipement, achat de matériel de bureau, ainsi de suite. Voilà. Il y a vraiment des petites dépenses qui ne demandent pas le long circuit qu'il faut pour obtenir le décaissement. Exactement. Donc on leur accorde 6% du budget. Ces 6%, ils les négocient directement avec le trésorier. Donc, à partir de ce moment, le trésorier n'a plus de contrôle d'opportunité de la dépense. Aucun contrôle du tout, puisqu'il sait que la loi autorise telle ou telle autorité à puiser entre 0 et 6% du budget pour des besoins bien précis. Il suffit de justifier la dépense. Très bien. Nous allons continuer. Dans la dette inscrite dont je disais, il y a la consolidation de la dette publique, c'est-à-dire une mesure de gestion qui tend à allonger le remboursement en substituant les dettes à long terme par rapport à celles à court terme. Pourquoi? Pour des raisons évidentes. Ensuite, dans cette dette, toujours la dette publique, vous avez la dette viagère, qui, elle, rentre à peu près dans la dette perpétuelle. La dette viagère, c'est quoi? C'est vos pensions, pensions d'invalidité, pensions vieillesse, prestations familiales et tout ce qui passe. Voilà un peu, grosso modo, n'est-ce pas, ce qu'on peut entendre par la dette publique. Maintenant, il y a la dette publique au plan bilatéral, au plan multilatéral et au plan national. Au plan intérieur. Donc, vous avez là 3 pans de la dette publique.
au plan intérieur, au plan bilatéral et au plan international. Au plan international, c'est surtout avec les bailleurs de fonds internationaux. Au plan bilatéral, c'est surtout avec le club auquel nous appartenons. Et il y a 2 clubs. Je ne sais pas si ça existe toujours. Le club de Paris, c'était pour le pays francophone, c'est la va de soi. Le club de Londres, c'était pour le pays anglophone. Donc voilà comment les choses se passent. Maintenant, ou peut-être pas anglophone, mais en tout cas des pays qui appartiennent peut-être au Commonwealth. Non, vous avez des pays qui, sans être anglophones, peuvent appartenir au club de Paris. Prenons le cas de la Guinée-Bissau, prenons le cas de la Guinée équatoriale, qui utilise le CFA comme monnaie. Donc du coup, lorsque la Guinée équatoriale a besoin d'aller vers l'international, il doit d'abord passer par Paris. On dit, bon, ben, écoutez, moi j'ai envie de souscrire tel ou tel emprunt, puisque une partie de mes réserves est conservée chez vous, puis j'utilise la monnaie CFA. Voilà. J'ai besoin de ça, donc je vais aller auprès de ce bailleur-là, et vous devez me garantir, parce que vous devez me dire quel est l'encours, n'est-ce pas, des devises que vous me devez. L'encours, c'est quoi? L'encours, c'est-à-dire le montant global, n'est-ce pas, des devises liées à mes exportations. Bon, là, il faut regarder maintenant la balance du commerce extérieur. Bon, je crois que nous ne sommes pas là pour regarder la balance du commerce extérieur pour voir si elle est déficitaire. Hein, mais nous parlons des notions que tout le monde peut acquérir. Pour ceux qui veulent avancer dans le débat, ils pourront regarder dans les précis dédiés à cet effet. Nous, on vous donne simplement la définition pour que vous puissiez garder en tête ça. Ça va servir pour la suite de notre émission. Bon, vous avez d'autres notions comme le bailleur, le créditeur, le débiteur. Bon, le bailleur, c'est quoi? C'est celui qui met les fonds à la disposition du prêt que vous avez sollicité. Le créditeur, c'est quoi? C'est celui qui reçoit. Le créditeur, non, c'est pas le débiteur? Non, celui qui reçoit, c'est-à-dire que vous avez demandé, par exemple, un emprunt. La banque vous accorde l'emprunt. Et donc, il met au crédit de votre compte le montant qu'il vous accorde. Par contre, le débiteur, c'est celui qui doit. C'est-à-dire qu'il a un solde négatif. Il faut donc qu'il rembourse ou qu'il paye. D'accord. Voilà. Voilà un peu, bon, maintenant les protocoles et les mécanismes d'endettement sont liés, n'est-ce pas, aux exigences, aux conditionnalités, aux critères mis en place par chaque organisme de crédit, qu'il soit organisme de crédit régional, sous-régional, international comme la Banque mondiale, FMI, et ainsi de suite. Donc chacun d'entre eux a les conditionnalités qui lui sont propres pour vous accorder des crédits que vous sollicitez. Et ici, justement, pour bien montrer à nos téléspectateurs que nous n'avons pas fait dans du froc, n'est-ce pas, j'ai ici le manuel de décaissement de la Banque mondiale, où tout est expliqué. Ça veut dire que, comme nous le disions à la dernière émission, nous allions utiliser les instruments de ces organisations financières internationales pour que nos financiers, nos économistes ne nous disent pas que nous avons fait du plagiat. Pourquoi? Parce qu'au moins, à ce niveau, il n'y a pas de discussion, puisque ce sont ces instruments qui servent à la Banque mondiale pour traiter avec les pays qui sollicitent ces prêts. J'ai aussi amené avec moi un manuel, le suivi et l'évaluation des programmes de développement urbain, toujours édité par la Banque mondiale. Ça veut donc dire que nous avons travaillé sur des documents que personne ne peut mettre en doute, parce que ce sont des publications de ces organisations financières internationales. Bon, j'aurais pu amener les modalités, mais c'est dans un petit bouquin de la BAD, Banque africaine de développement, de la Banque islamique et tout, mais bref, pour terminer, disons que toutes les banques fonctionnent à peu près selon le même principe, mais là, il s'agit bien des banques qui traitent avec les États. Ce n'est plus les banques commerciales où on peut aller individuellement. Voilà. Très bien. Parfait. En tout cas, merci pour ce tour d'horizon, effectivement. Pour ce qui concerne les terminologies, oui. J'aurais voulu juste rajouter 3 petites choses qu'il a peut-être oubliées, mais ce n'est pas bien grave. Hein. La première, c'est la nature des engagements, la nature d'une dette. C'est-à-dire que ça peut être en fait des titres de créances qui sont émises par l'État et qui sont négociables sur un marché. D'accord? Et là, on parle, je crois, de l'emprunt obligataire. C'est ça, l'emprunt obligataire. C'est la nature des engagements. Deuxième élément que j'aimerais aussi soumettre comme élément de définition, c'est le type de la dette. Il y a la dette intérieure, qui est détenue par les résidents, et puis la dette extérieure, qui est détenue donc par les tiers internationaux. Et puis enfin, la mesure de la dette. On mesure en fait la dette proportionnellement au PIB, pour apprécier si la dette est soutenable ou pas. Donc, on vient de voir tout à l'heure. Voilà. Donc, ce sont ces 3 éléments-là que je voulais juste apporter comme précision pour finir avec le chapitre des définitions. Non, je voulais moi aussi ajouter une petite chose. Je vous en prie. Très simplement. Allez-y.
Vous savez que lorsque nous parlons de dette et que nous sommes accolés, n'est-ce pas, à une certaine hauteur de notre PIB, produit intérieur brut, il faut savoir que ce sont là les critères de convergence décidés par certains organismes sous-régionaux d'abord, comme la BAC, la CEMAC, et peut-être certains organismes internationaux, comme la Banque mondiale. Mais la Banque mondiale, elle, lorsque vous allez vers elle solliciter un prêt, elle regarde la soutenabilité en fonction d'un certain nombre de critères. Ces critères sont les charges sociales, par exemple, de l'État, l'organisation, le fonctionnement et l'encours de la dette de l'État dans d'autres domaines, vers d'autres organes créditeurs, comme par exemple la BAD. Vous pouvez en même temps solliciter la BAD pour certains types d'emprunts, comme vous pouvez solliciter la Banque mondiale. Mais maintenant, la Banque mondiale, lorsque vous allez la solliciter, elle va regarder et vous dire, mais vous avez déjà 1 million de francs à la BAD. Est-ce que vous êtes sûr que la soutenabilité financière de ce que vous me demandez là va pouvoir couvrir vos dépenses? Parce que, n'oubliez pas, vous avez des salaires à payer, vous avez ceci, vous avez cela. Est-ce que tout ça, ça correspond? Donc, nous allons étudier le dossier, n'est-ce pas? Et nous vous dirons quelle est la quotité que nous pouvons vous accorder en fonction de ces réalités macroéconomiques ou parfois microéconomiques. Mais au niveau de l'État, il n'y a pas la microéconomie, je ne sais pas une entreprise. Mais au niveau des charges incompressibles que vous supportez. Et donc, ils vont calculer. Si vous avez demandé 10 milliards, ils vont vous dire, bon, écoutez, compte tenu de tout ceci, nous ne pouvons que vous accorder, par exemple, 6 milliards. Ça vous laisse une marge de manœuvre pour vous entendre avec la BAD ou avec la Banque islamique de développement auquel vous avez souscrit aussi un emprunt de temps. Parce qu'on ne voudrait pas vous étouffer. Malheureusement, et là, nous venons sur cette notion, il se trouvait aussi que lorsque le taux d'endettement du pays dépasse les critères de convergence, notamment l'un d'entre eux qu'on appelle 70% de notre PIB, qu'est-ce qui arrive? On vous soumet à ce qu'ils ont appelé à l'époque des programmes d'ajustement structurel. Alors des programmes d'ajustement conjoncturel. Et lorsque ces deux-là n'arrivent toujours pas à résoudre le problème, on procède à la dévaluation monétaire. Nous l'avons subi. 1994. Voilà. C'est voilà. des petits détails que je voulais ajouter. Très bien, c'est parfait. Alors, j'ai envie de me tourner vers M. Ngomo. Bon, la dette, d'accord. Est-ce que aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de décrié, d'accord? Est-ce qu'on peut s'en passer des dettes? Mais dans le reportage, on a dit que un État, un pays a besoin d'avoir des moyens financiers pour fonctionner. Lorsque les ressources de ce pays sont suffisantes pour assumer donc les différentes dépenses, il n'a pas recours à la dette, n'est-ce pas? Si vous avez un salaire, allez, de 1 milliard... je pose la question parce que je sais qu'il y a des pays, même s'ils ne sont pas nombreux, mais il y a des pays qui n'ont pas de dette. Oui. On a eu par exemple la Libye sous Kadhafi, c'était un pays qui n'avait pas de dette. Tout à fait. Mais pourquoi aujourd'hui la plupart des États sont obligés de recourir à la dette? Et parce que la dette en soi n'est pas mauvaise. Vous voulez réaliser de grands investissements, soit à court terme, soit à long terme. Et vous vous rendez compte que les ressources financières, budgétaires de votre pays ne suffisent pas. Ne suffisent pas, cela arrive. Peut-être parce que votre pays n'est pas suffisamment riche. Mais vous avez besoin des sommes d'argent et vous êtes obligé d'aller les emprunter sur, par exemple, le marché financier ou bien avoir recours aux institutions financières internationales. Et vous n'avez pas d'autre choix que d'aller demander de l'argent, faire donc un prêt. Et cet argent qu'on vous donne vient en fait combler votre déficit budgétaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez d'argent. Et c'est cet argent-là maintenant, quand vous l'avez contracté en dette, qui vous permet maintenant de réaliser des projets. D'accord? Donc la dette, elle est importante. J'ai voulu regarder un peu, avant de venir à cette émission, le taux d'endettement de certains pays qui passent pourtant pour être des pays très riches. Vous allez être surpris de constater que les États-Unis, en 2025, ont une dette qui est supérieure à 38 000 milliards de dollars, soit 125% du PIB. Les États-Unis qui sont pourtant un pays riche. Mais donc là, du coup, là, avec une information comme celle-là, pourquoi des pays comme le Gabon,
dont la dette n'est pas du tout comparable à celle d'un pays comme les États-Unis, mais pourquoi la dette des pays africains pose problème aujourd'hui? Alors, je vais finir sur les différentes dettes pour que vous compreniez l'élément. Et ensuite, je vais laisser volontiers à mon frère Nestor le soin d'apporter une réponse à la question que vous posez. Le Japon est aujourd'hui le pays le plus endetté. Le Japon a 677 000 yens. Et ça correspond à 232,7% du PIB. 232. Les États-Unis n'étaient qu'à 125. C'est le pays le plus endetté de la planète aujourd'hui. Le Vietnam, qui est un pays à revenu intermédiaire, pays asiatique. Lui, sa dette est d'environ 31 800 milliards de donks. Il faut faire la conversion en dollars. Et ça correspond à 33,2%. Et ils disent que d'ici la fin de l'année, il pourra atteindre les 36%. Et on est largement en deçà des États-Unis et encore bien plus largement en deçà de ce qui est du Japon. Et puis j'ai voulu voir un pays africain, parce qu'un pourrait être une grande puissance. Vous n'avez pas pu voir pour la France? J'ai Ça va édifier certains de nos financiers. Effectivement, vous avez raison. On pourra toujours faire une petite recherche pendant l'émission sur méta intelligence artificielle. La dette de la République sud-africaine en 2025 est de 412 milliards et correspond à peu 412 milliards de dollars et correspond à peu près à 77,4% du PIB. Voyez-vous, donc on établit toujours un rapport entre le PIB, le produit intérieur brut d'une nation, et puis la dette, l'argent qui était contracté et qui doit être remboursé. Maintenant, voilà, je viens de trouver l'information concernant donc la dette publique de la France qui s'élève à, je vais c'est 3 416,3 milliards, 3416 milliards, d'euros, soit 115,6% de son PIB. Voilà. Ce qui est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Gabon, qui a 110%, est moins endetté que la France. La République sud-africaine, qui est à 117,4%, est également moins endetté que la France. Et que dire du Vietnam, qui est dans des normes parfaitement acceptables, c'est-à-dire qu'il est moins... En fait, il est dans la norme de 1/3 de la quotité CC. Parce que lorsqu'on vous accorde un crédit, que ce soit dans une banque commerciale ou au niveau international, vous ne devez pas dépasser le tiers de votre PIB. Autour de 33-35%. J'ai une question qui me vient. Excusez-moi, monsieur. Il fallait d'abord que je réponde. Bon, d'accord, allez-y. Alors, non, rappelez-moi, parce qu'on D'accord. On était sûr, je demandais, en fait, pourquoi est-ce que la dette des pays africains pose problème quand on voit qu'il y a des pays qui sont hyper endettés, vraiment de manière exponentielle, à l'image des États-Unis ou bien de la France. Vous m'avez vu jubiler tout à l'heure, me dire, là, nous commençons à entrer dans le vif du sujet. Il faut faire l'historique de ces institutions internationales. Au lendemain de la Deuxième Guerre, je vais aller simplement en synthétisant pour que tout le monde nous comprenne. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une organisation mondiale qu'on appelle l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est mise en place. Cette organisation, pour fonctionner, avait besoin d'avoir des membres. Les membres sont les États qui existaient à l'époque. Mais vous vous rendez bien compte que en 1945, l'Afrique, dans sa globalité, n'a qu'un seul, je dis bien, un seul État indépendant, c'est l'Éthiopie. Tout le reste sont des États, soit sous tutelle, soit sous protectorat, soit des anciennes colonies. Que vous prenez l'Afrique anglophone, que vous prenez l'Afrique francophone, lusophone, hispanophone. Peut-être ajouter aussi le Libéria. Mais le Libéria, c'est un État un peu hybride, parce qu'en réalité, il a été créé par les esclaves libérés des États-Unis. Ils sont venus s'installer là, ils ont appelé leur pays Libéria. Et quand vous remarquerez quelque chose qui est similaire au nôtre, c'est que la capitale du Libéria s'appelle Freetown. Libreville, c'est l'équivalent de Freetown en anglais. Exactement. Bien. Pourquoi? Parce que ceci intervient à la suite du dernier accord bilatéral entre la France et l'Angleterre sur, n'est-ce pas, l'arraisonnement des bateaux négriers qui transitaient par la transit sud. Vous avez l'exemple de l'Elysia, où les esclaves peuvent payer, déposer à Gorée. Malheureusement, les historiens, vous devrez faire un effort là-dessus, M. Bouka, continuent à nous faire croire que Libreville a été créé par les esclaves libérés, ce qui est complètement faux, parce que ça remet en cause les traités signés
par les Français avec les rois de la rive gauche et de la rive les droite. chefs, je préfère les chefs tribaux. Bon, les chefs tribaux, chefs coutumiers, mais qu'ils appelaient rois parce que c'était ça l'équivalent d'un chef chez eux. Parce que n'oublions pas non plus, c'est des petites notions d'histoire. Lorsque la France arrive ici, ils ne sont pas en république. Ils sont sous la monarchie. Le roi s'appelle Louis-Philippe. Le roi Louis-Philippe, tout à fait. Ouais. Le fort d'Aumale, qui est là où se trouve la Sainte-Marie, a été baptisé du nom de son quatrième fils, le duc Philippe d'Aumale, qui venait de battre l'émir Abdelkader en Algérie. Oui. Bon, ça c'est des petites notions d'histoire pour lui permettre de situer le débat. Donc, lorsque un pays comme le nôtre, n'est-ce pas, s'engage dans la dette, il doit savoir qu'il a nécessairement des couperets qu'on lui prendra sous la tête, les épées de Damoclès. Pourquoi? Parce que c'est voulu. Le FMI, la Banque mondiale, ont été créés comme des instruments des démembrements de l'ONU pour la reconstruction européenne après la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans la reconstruction européenne, on n'a pas tenu compte de ce que la plupart des pays européens, sortis vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, étaient en même temps des pays coloniaux. Des puissances coloniales. Des puissances coloniales. Ouais. L'Angleterre, la France, l'Espagne, le Portugal, et j'en passe. Donc, ces gens-là, lorsqu'ils vont rentrer là-dedans, posent des conditions aux autres en disant, bah, écoutez, nous on est un empire colonial. Donc nous devons être des membres du Conseil de sécurité. C'est-à-dire ceux qui assurent la surveillance de toute la planète au compte et pour le compte des pays membres de cette organisation. En 1945, le Gabon pouvait-il être membre de l'ONU? Non, nous étions une colonie française. Donc vous comprenez maintenant pourquoi, lorsque nous accédons à l'indépendance, les instruments de pilotage macroéconomique ou microéconomique sont dictés par les autres. Parce que nous avons à mettre en place une administration, nous avons à mettre en place un circuit économique. À l'exemple de celui des Européens, c'est un tissu économique, petite entreprise, industrie, tout ça. Malheureusement, du fait que nous sommes une émanation d'une puissance coloniale, c'est elle qui continue au-delà de nos indépendants à assurer une tutelle sur tout ce dont nous aurons besoin. C'est ainsi que dans les accords, transfert de compétences, vous retrouverez quoi? Le sol, le sous-sol, la langue, la culture et tout ça, c'est français. Exactement. Ça fait que lorsque nous avons besoin d'emprunter un peu d'argent, qu'est-ce que la France nous demande? C'est depuis les accords de 60, dit, bon écoutez, votre argent est géré par le Trésor français, ce n'est même pas à la Banque Centrale Européenne, n'est-ce pas, ou à la Banque de France, par le Trésor français qui est un service du ministère des Finances. Donc vous nous déposez 50% de vos devises, c'est-à-dire nos transactions commerciales sont faites dans des monnaies étrangères qu'on appelle des devises. Ça peut être le dollar, le yen, le yuan et d'autres monnaies, la livre sterling, le Deutschmark, comme ça existait. Vous me donnez aussi à peu près 5 ou 10%, parce que c'est moi qui fabrique votre monnaie. Exactement. Vous me donnez 3 ou 5%, parce que c'est moi qui garde vos avoirs, c'est moi qui les gère. Donc, vous devez me rémunérer pour ça. Et donc, du coup, lorsqu'on nous parle de critères de convergence, c'est-à-dire le seuil que nous ne devons pas dépasser par rapport aux membres d'une même communauté, comme nous y appartenons, la CEMAC, on oublie souvent cet aspect. Parce que comment voulez-vous avoir les mêmes critères de convergence alors que la moitié de vos sous et le reste est pris par d'autres? Vous allez vous appuyer sur quoi pour que vos critères soient convergents? La deuxième chose, les pays de la CEMAC ne sont pas tous égaux en termes de population, en termes de superficie, en termes de politique publique, ainsi de suite. Alors, quand vous rentrez là-dedans en acceptant ces critères de convergence, vous les appuyez sur quoi? Généralement, l'erreur qu'on a eu à faire au niveau du Gabon, c'est d'appuyer notre appartenance à ces communautés sur des produits de rente. Et non pas sur une économie qui soit le véhicule, le moteur, n'est-ce pas, de nos politiques publiques. Là encore, on s'est trompé. Pourquoi? Parce que les produits de rente, ce sont des produits qui nous appartiennent, puisqu'ils sont extraits de notre sol, de notre sous-sol. Malheureusement, leur prix
est fixé à l'étranger, dans des places boursières internationales, parce qu'il y a ce qu'on appelle le marché des matières premières, comme il y a le marché des capitaux. Et qui dépendent forcément de la conjoncture internationale. Qui dépendent de la conjoncture internationale, voilà. Vous voyez, cette accumulation d'erreurs d'appréciation fait que nous sommes entièrement dépendants de ces organisations. Et donc, nous nous endettons auprès de ces organisations-là en pensant que ça va nous aider à réaliser un certain nombre de choses, mais le couperet est déjà dès le départ. Ça fait qu'en réalité, nous tournons en rond. Et pour revenir sur l'historique de notre dette, le Gabon est rentré dans ce cercle vicieux à partir de 1979, après l'OUA 77, qui nous a coûté énormément, parce qu'il y avait les infrastructures, il y avait... Bref, c'était la reconstruction. C'est quand même assez curieux, parce qu'on sait que du 79, là, on a... rentre dans le deuxième boom pétrolier, voilà, on était censé avoir quand même. Mais nous, on rentre justement dans le cycle de la dette parce que l'OUA nous a coûté excessivement cher. Rappelez-vous qu'à cette époque, c'est tout Libreville qui est en reconstruction. Exactement. Je ne vous parle pas de l'intérieur du pays, je ne vous parle pas de l'aéroport, mais d'autres infrastructures qui ont été mises en place pour que le pays soit plaisant pour ceux qui allaient venir. Malheureusement, ça nous a coûté cher. Donc en 1979, nous sommes pour la première fois obligés de recourir à la Banque mondiale. Je me rappelle d'une fameuse phrase du président Bongo, que Dieu ait son âme. C'est du transgabonais? Oui. Il avait dit, même si la Banque mondiale ne veut pas m'accorder, je préférerais pactiser avec le diable. Ouais. Parce que les experts français qu'il avait consultés à l'époque lui dit, bon, monsieur le président, compte tenu de la faible population de votre pays, compte tenu du fait que vous dépensez de l'argent un peu maladroitement, l'État-providence, ça n'existe pas. Ou vous faites de l'économie, ou vous faites des donations. À partir de ce moment-là, bon, le pays ne peut pas avancer. Et comme le pays ne peut pas avancer, il y a certains projets qu'il vaut mieux différer, notamment l'exploitation du fer de Belinga, parce que le train, au départ, c'était pour l'exploitation du fer de Belinga. Mais il a été détourné politiquement, pour des raisons politiques, par Feu Omar Bongo, pour qu'il aille à Franceville, il aller vers Belinga. Donc vous voyez là, il y a un choix politique qui a été fait au détriment d'une réalité économique qui était là et que les gens avaient déjà étudié et qui voyaient qu'elle n'était pas rentable pour le moment parce que le pays n'avait pas suffisamment de moyens. Je vous donne cet exemple-là parce que ça doit permettre à nos planificateurs du développement, donc nos économistes, nos financiers, d'amener devant la table du président de la République des projets bien ficelés avec la faisabilité financière, les montages financiers, voir si ces projets-là ne viennent pas alourdir la dette, c'est ce qu'on appelle le surendettement, c'est-à-dire qu'au lieu de diminuer, ça alourdit notre dette. Et il faut donc de plus en plus étudier les projets de sorte que si nous ne pouvons pas le faire maintenant, il vaut mieux le différer parce qu'il y a d'autres urgences. Très bien. C'est ce qui nous amène à comprendre que, en fait, lorsqu'on nous dit le pays est surendetté, c'est en fonction des critères que eux nous imposent. Il n'est pas surendetté au point où nous n'avons plus la capacité de payer nos fonctionnaires, nous n'avons plus la capacité de faire telle ou telle chose. Je crois savoir que les fonctionnaires gabonais sont payés tous les mois, même si, pour avoir emprunté de l'argent, pour aller gonfler les comptes d'une certaine famille, cela nous a été démontré lors du dernier procès, n'est-ce pas? Sur 648 milliards de fonds levés comme en prêt obligataire, mais 89 milliards sont rentrés au trésor. La différence est allée où? Grossir les comptes privés. Mais cet emprunt obligataire, c'est les bons du trésor, de toute nature, qu'il va bien falloir rembourser. Donc le trésor gabonais va avoir à rembourser, même si le taux d'intérêt est faible, va avoir à rembourser des sommes qui n'ont pas servi pour des projets qui était utile au pays. Pour lequel va bien donc, demander le... la dette n'est pas une mauvaise chose. Chacun d'entre nous s'endette, mais il ne faut pas dépasser un certain seuil. Et puis, il ne faut pas que ça devienne un cercle vicieux. Vous vous endettez, vous vous réendettez, et ça augmente. Très bien. En cours de la dette. Ouais. Et ça vous donne une position de pays surendetté. Parce que vous vous endettez pour rembourser une dette. Or, la dette elle-même, déjà, c'est la dette, donc le principal, plus le service de la dette, les intérêts. Donc vous voyez, alors il y a là un choix de politique publique que nos financiers, ministère des Finances, ministère de l'Économie, ministère du Plan, devraient revoir. Parce que ça fausse
l'équation sur l'ambition de développement que le pays veut enclencher. C'est pour cette raison que nous parlons aujourd'hui de discipline budgétaire, nous parlons aujourd'hui de revoir un certain nombre d'accords, nous parlons même aujourd'hui d'appeler les responsables ou le résident de la Banque mondiale du FMI ici en leur disant, bon, maintenant vous avez des preuves que tout l'argent que vous prêtiez à l'État gabonais, parce qu'il y avait la signature de ceux qui représentaient l'État, n'a pas servi pour des projets de l'État. Ça a plutôt été pour remplir les poches de certains. On va y revenir. Parce que, nous allons y arriver parce qu'il faudrait nécessairement qu'on regarde tout ça. Là, c'est juste pour planter le décor, comme on dit. Exactement. Alors, ici, quand on regarde la situation du Gabon, effectivement, on est là déjà dans une situation de surendettement, en tout cas de ce que disent les fameuses agences de notation, voilà, qui sont, on va dire quoi, les structures plus ou moins... Ce sont des structures sous tutelle. Exactement, exactement. FMI, les grandes sociétés multinationales et les grands bailleurs de fonds. Donc cette situation, on va essayer donc d'avoir plus d'éléments à travers donc le deuxième élément audiovisuel que nous demandons à la technique de diffuser pour que nous puissions revenir juste après pour la commenter. Voilà. Des finances publiques, plus le service de la dette augmente, moins l'État dispose de marge pour investir dans des secteurs prioritaires comme l'éducation, la santé ou les infrastructures. En clair, chaque franc mobilisé pour honorer les échéances de remboursement réduit la capacité de financer le développement. La Banque mondiale avertit, sans un ajustement rapide, le Gabon risque d'être pris au piège d'une dette insoutenable avec des tensions accrues sur la trésorerie publique et un accès restreint aux financements internationaux. Pour contenir cette dérive, l'exécutif de la Ve République est sommé de renforcer la gouvernance budgétaire, d'améliorer l'efficacité de la dépense publique et surtout de diversifier ses recettes. La dépendance excessive aux revenus pétroliers en recul rend l'économie particulièrement vulnérable aux chocs exogènes. Dans ce contexte, l'enjeu dépasse la simple discipline budgétaire. Il s'agit de préserver la crédibilité financière du pays, d'attirer des investisseurs et de garantir une croissance inclusive. À 2 ans de l'échéance de 2027, le défi est colossal. La promesse présidentielle de rupture et de rigueur sera jugée à l'aune de cette capacité à inverser la courbe de l'endettement. Sans une réforme structurelle forte, le Gabon risque d'hypothéquer son avenir en sacrifiant ses marges de développement au remboursement d'une dette devenue écrasante. Voilà, donc je crois que l'élément qu'on vient de regarder vient tout simplement appuyer la démonstration que nous a faite M. Obiang tout à l'heure. Et je crois que là, c'est on ne peut plus clair pour nos téléspectateurs. Alors, pour pouvoir donc contracter des dettes, l'État gabonais, naturellement, se tourne vers des bailleurs de fonds. D'accord? Et c'est sur cet aspect que je voudrais maintenant aborder notre deuxième axe de notre émission. Et là, je me tournais vers vous, M. Ngomo. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu, nous parler un peu de ces bailleurs de fonds, voilà, ce qui concerne leur vision, les intérêts, leurs pratiques, etc., etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je vais répondre à votre question, mais vous me permettrez quand même d'appuyer le propos de Nestor Obiang lorsqu'il a parlé de l'origine de certaines institutions, notamment celle de Bretton Woods, c'était la Banque mondiale et puis le Fonds monétaire international. Il a dit, nous sommes en 1945 et l'Europe vient de finir une guerre sanglante qui a coûté plus de 27 millions de personnes. On parle de 60 millions. 60 millions, c'est la Russie qui en a perdu 27. Effectivement, tant pour moi. Et les États-Unis n'ont pas vraiment perdu grand monde. Et leur économie se porte plutôt bien. Ils vont même financer le plan Marshall pour reconstruire l'Europe avec près de 145 milliards de dollars. Si on fait la comparaison avec le chiffre de l'époque qui correspond, je crois, à 18,5 milliards de dollars. Et lorsque ces institutions se mettent en place, c'est en fait l'Occident collectif qui s'organise. Et les autres pays sont des anciennes colonies ou bien des pays sous protectorat. Et quel est en fait justement l'esprit qui domine
ces institutions occidentales. Alors, je reconnais que c'est discutable, mais j'ai eu accès à un document, je crois vous aussi, qui s'appelle la Charte de l'impérialisme, qui a 28 articles et que l'on retrouve au Musée royal de l'Afrique en Belgique, précisément à Tervuren. Cette charte qui a 28 articles donne assez bien l'esprit dans lequel ces structures se sont mises en place et explique pourquoi il y a justement ce 2 poids 2 mesures, pourquoi on veut être si dur avec les Africains quand on l'est moins avec les pays occidentaux. Pourquoi finalement nous ne sommes pas logés à la même enseigne. En fait, il y a 5 articles, je vais vous lire, et qui d'une certaine manière donnent avec beaucoup de clarté la vision des institutions internationales qui travaillent donc sous l'égide de l'ONU, mais surtout sous l'Empire américain. L'article 10 dit, dans la charte de l'impérialisme, permettez-moi de lire l'article 10. Je vous en prie, allez-y. Là où il y a nos intérêts, les pays, à l'époque, ils disaient du tiers-monde, n'ont pas de droit. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Vous voyez? Donc un mépris total vis-à-vis de nous. Une négation. Tout à fait. Ouais. Déjà, on ne traite pas de la même manière. Ouais. Article 12. Les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion ni de droit. Ils subissent notre loi et notre droit. Est-ce que vous voyez? C'est l'état d'esprit de l'achat d'impérialisme. Et nous parlerons des États qui sont des États impérialistes, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe. Article 15. S'agissant des finances publiques. Dans les pays du tiers-monde, aujourd'hui on dirait le Sud global, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un plafond d'argent fixé par nous. Lorsque la fortune dépasse le plafond, on la dépose dans l'une de nos banques pour que les bénéfices retournent sous forme de prêts ou d'aide économique au développement en espèces ou en nature. Voyez-vous la supercherie? d'aide. C'est marqué. C'est marqué. Et c'est ce qu'ils font. Mais c'est ce qui se passe avec le franc CFA. Exactement. Ouais. On reviendra là-dessus. Mais nous voyons déjà à travers ces articles, justement, la pensée. Car ils ont formalisé, ils ont consacré dans un document historique leur façon de faire. Ce n'est pas ce qui est dit dans les textes officiels. Mais dans la réalité, c'est ainsi qu'ils pratiquent. Alors, je vais un peu prolonger. Alors, l'article 16 et puis l'article 17, et puis je vous laisse la parole volontiers, n'auront droit à l'aide précitée que les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. C'est ainsi écrit. Et enfin, je termine. Article 17. Notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Voyez-vous? Tout est clairement dit là. Bien, je voulais prolonger un peu ce qu'il dit. Pas pour le contredire, juste pour ajouter un peu du blé à mots. Je vous en prie. Je venais de lire sur la charte de l'impérialisme, qui reprend lui-même certains articles du Code noir à l'époque de l'esclavage. Le nouvel ordre mondial. Le Code noir, c'est à l'époque de la colonisation. Colbert. Non, c'est à l'époque de l'esclavage. L'esclavage. Sous Colbert. Sous Colbert. Louis Colbert XIV. qui était le ministre des Finances. Ah non, je confonds avec le statut de l'indigénat sous la colonisation. C'est pendant la colonisation, Oui, exactement. travaux forcés et autres. Exactement, Bon. oui. Le Code noir, c'est sous l'esclavage, Colbert, qui était ministre des Finances du roi Louis XIV. Tout à fait. Bien. Maintenant, Deuxième Guerre mondiale, ONU, mise en place des institutions et des démembrements, c'est la mise en place, la réalisation concrète du nouvel ordre mondial issu de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous voyez que lorsque nous faisons une émission comme celle-ci, ça n'a l'air de rien, ça part de l'économique, du financier, mais ça nous démontre comment les autres ont construit tout un système qui contrôle encore le monde jusqu'à aujourd'hui. Exactement. C'est donc dire que c'est de manière consciente, scientifique, sérieusement élaborée avec des experts qu'ils ont mis en place ce système-là pour dominer les peuples qui hier étaient des anciens esclaves, qu'on a appelés pendant l'époque moderne les pays du tiers-monde, et qui sont devenus des néocolonies en réalité, parce que rien n'a changé. Seule la formulation des tactiques et des stratégies a évolué. Exactement. Donc,
Aujourd'hui, par exemple, je m'étonne que les financiers, les économistes, n'arrivent pas à comprendre qu'en fait, nous appartenons à une zone monétaire, mais ce n'est pas notre monnaie. Le CFA n'a jamais été la monnaie des Africains. Oui, le CFA a été créé par un décret du général de Gaulle avec son ministre des Finances en 1945. Un décret de décembre 1945, si j'ai bonne mémoire. Exactement, c'est bien ça. Décret, donc acte réglementaire. Pourquoi on a pris un acte réglementaire au lieu d'une loi? Mais tout simplement parce que nous étions des colonies. Et donc ce sont les lois et les règlements français qui régissaient les colonies. C'est-à-dire que les commandants, les gouverneurs et autres agissaient selon la loi française. Et justement, un de ces passages, vous venez de le lire tout à l'heure, dans la charte de l'impérialisme. Oui, tout est lié. Oui. C'est-à-dire que pendant que nous, ici, nous parlons des histoires de manioc et de bananes pour me situer au niveau du Gabon, les autres ont des projections sur 50, 100 ans. Ouais. Parce que leur désir est d'asseoir leur domination sur toute la planète. Prenez le Conseil de sécurité. Combien d'Occidentaux il y a? Occidentaux dans le sens vrai. On va dire... les États-Unis. Les États-Unis. Ce sont des Occidentaux, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas parce qu'ils habitent de l'autre côté de... Mais ce sont vous trouvez là-dedans un mélange italien, allemand, irlandais et tout. Les seuls véritables peuples autochtones, c'est les Amérindiens, vous le savez, les ont exterminés. Ça a été le cas du premier génocide. Bien. Ces gens-là veulent dominer le monde. Ils l'ont dominé pendant les 30 glorieuses. Pourquoi on l'appelle 30 glorieuses? Parce que le dollar était la monnaie de référence dans les échanges internationaux. C'est-à-dire que ces gars-là avaient réussi à imposer leur monnaie comme étant la monnaie universelle sur toute la planète. Ça leur facilitait beaucoup de choses, parce qu'ils n'avaient pas à fabriquer de l'argent. C'est les autres qui produisaient de l'argent pour eux, puisqu'ils utilisaient leur monnaie. Vous comprenez? Donc à partir de ce moment-là, le dollar étant la monnaie dominante, tout ce que nous faisions était inscrit en dollars. Notre commerce extérieur était libellé en dollars. Et une fois nous avons vendu, la France, elle aussi, prenait sa part, puisqu'elle nous impose de déposer 50% de nos devises. Les devises, c'est quoi? C'est des monnaies étrangères en termes de transactions commerciales. La monnaie nationale peut-être un non, mais lorsque vous voulez faire du commerce international, vous devez utiliser un panel de monnaie. Vous devez utiliser un panel de monnaie qui soit donc des devises fortes, des monnaies étrangères, à partir desquelles vos opérations du commerce extérieur peuvent être faites. Jusqu'à aujourd'hui, saviez-vous que lorsque l'on prépare le budget du Gabon, il est toujours libellé en dollars? Je n'ai jamais compris pourquoi le budget est libellé en dollars, alors que nous pouvons aujourd'hui traiter avec un panel de monnaies qui sont tout aussi valables, sinon plus valables que le dollar. Bon, en tout cas... Mais d'un autre côté, là où nous avons de sérieux problèmes, c'est que nous sommes affiliés à parité fixe, avec une monnaie qui est trop forte. L'euro. C'est l'euro. Ouais. Donc du coup, lorsque l'euro connaît des secousses, nous aussi, nous connaissons des secousses. Et lorsque le dollar monte, c'est encore une autre secousse pour nous, mais un peu avantageuse parce qu'elle nous permet de mieux vendre sur le plan international. Ouais. Mais lorsque le dollar baisse, c'est une autre secousse parce que nos transactions se font en dollars. Et donc la convertibilité entre le dollar qui a baissé et l'euro qui reste une monnaie forte n'est pas du tout avantageux pour nous. Pour nos économies, ouais. Ils sont faibles. Tout à fait. Donc voilà. Ce sont tous ces mécanismes-là qu'il faudrait que nos gestionnaires, nos économistes et nos financiers revoient pour mettre le Gabon dans une position où, lorsqu'on arrive à un seuil qu'on appelle le seuil de tolérance financière, et que les organisations financières internationales ne veulent pas comprendre, nous pourrons faire comme le Portugal, comme la Grèce. Refuser de payer. Mais refuser de payer. Tant qu'on ne nous réexamine pas la dette. C'est-à-dire qu'en fait, nous poserons comme principe... Refuser de payer. On a vu Thomas Sankara... qui avait... il avait raison. Même au moment où Fouad Boigny avait refusé de payer la dette. Oui, et avant même Thomas Sankara. Mais je pense que Thomas Sankara avait vu juste. Il avait vu juste. Il parlait d'une dette qui était injustement imposée aux Africains, qui ne se justifiait pas. Et nous sommes en train maintenant de voir les tréfonds de cette réalité. Et lui, il parlait d'une dette de sang que le monde doit à l'Afrique. Il parle donc de l'esclavage, il parle de la colonisation.
Mais c'est une de grosse notre dette. participation aux 2 guerres mondiales et aux guerres coloniales. Et donc, il a de bonnes raisons de dire, écoutez, Bien sur cette fou, base-là, quand même, Algérie et autres. nous avons de bonnes raisons de dire que nous n'avons pas à rembourser cette dette, mais il faut que cette démarche soit collective. Voilà. Et donc avoir le courage. Or, ceux qui étaient à l'écouter, les présidents africains qui l'écoutaient, Au sommet de l'OUA à l'époque. sommet de l'OUA, nous sommes là, je crois, en 1986. 1986. Ouais. Mais La ils ne plupart sont d'entre pas... eux étaient les hommes liges. Ils ne sont pas portés justement à écouter Thomas Sankara, ce sont des hommes liges qui sont maîtrisés par le système impérialiste mondial. Et là, je vais finir sur le point que j'étais en train de développer lorsque Nestor a souhaité donc préciser des aspects. La vision de ces institutions financières va de pair avec ceux qui les ont mises en place, c'est-à-dire les puissances impérialistes, notamment américaines. Quelle est cette vision? Nous devons dominer le monde. C'est vrai, politiquement, militairement, économiquement et financièrement. Nous mettons en place des institutions dont la logique sera d'endetter les pays africains. Ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Pour qu'ils soient en permanence redevables à nos banques et qu'ils ne puissent pas investir pour leur développement. C'est ça la vision. Et l'intérêt, c'est que nous ne pouvons pas, malgré nos richesses, nous constituer en puissance, puisque la dette nous écrase, et nous passons notre temps à rembourser la dette, ouais. et donc à ne pas investir pour que nous puissions avoir justement cette volonté de puissance qui nous élève au rang de grande puissance également, qui pourrait donc faire concurrence. Ou tout au moins le pays émergent dans un premier temps. Mais nous sommes en train de devenir des pays émergents, parce que justement les taux se desserrent, et la grande puissance américaine est en train de s'écrouler progressivement devant nous. Et le sud global monte avec donc des BRICS. Donc, voyez-vous, la vision, c'est celle-là, une vision impérialiste. Dominer le monde entier à travers les institutions financières. Et donc, c'est un leurre de penser que le FMI, la Banque mondiale, apporte des solutions de développement. Le discours est celui-là, d'accord? Mais la réalité est tout autre. Les pratiques. Bon, moi, j'aimerais m'arrêter pour ce qui est des pratiques en termes d'endettement, lorsqu'on va, par exemple, faire un emprunt, sur l'Agence française de développement, l'AFD, avec son APD, l'aide publique au développement. Discutons-en. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'Agence française de développement est une structure financière de la France qui a pour ambition d'aider les anciennes colonies, et de plus en plus, l'AFD s'étend vers d'autres pays anglophones, lusophones, voilà, pour justement apporter le savoir-faire français et participer au développement, semble-t-il dire, ces hommes, de ces pays africains, d'accord, quelles que soient maintenant leurs origines, même s'ils sortent du giron français. Alors, mais quand on regarde de très près l'AFD et son APD, aide publique au développement, qu'est-ce qu'on constate? On constate d'abord que la source de financement, les fonds, ne sont même pas les fonds français. Ils sont prétendus français. En réalité, il a dit, ce sont nos devises. C'est-à-dire que lorsque nous faisons des transactions commerciales sur le plan international, l'argent que nous rapporte le pétrole du Gabon, le pétrole du Congo, l'argent que rapporte par exemple le diamant du Centrafrique, ou bien l'argent que rapporte par exemple le cacao de Côte d'Ivoire, le ragnon du Niger, cet argent est en devise dans le trésor public français. Et il explique le mécanisme, je ne reviens pas là-dessus. Je reviens simplement sur le fait que cet argent qui est stocké, africain, qui est stocké dans le trésor public français, est géré par les Français, comme ils l'entendent. Ils mettent en place l'AFD. Ils disent aux Africains, nous allons vous aider, mais ils ne vont pas prendre l'argent qui vient de la production, par exemple, de Renault, ou bien de la production, par exemple, du luxe français. Non, ils vont prendre l'argent des Africains pour prêter aux Africains. C'est la première entourloupe, déjà. Bien. Ils osent prétendre qu'ils consacrent, à l'époque, ils disaient 0,3% ou bien 3% du budget de la France pour l'aide publique au développement. Ce qu'ils disaient. Mais en réalité, nous sommes en train de penser de plus en plus qu'ils prenaient dans les devises, d'accord, qui revenaient des transactions commerciales faites par... Le professeur Nicolas Beau l'a bien explicité dans son livre. Et Mamadou Koulibaly également, tous les panafricains, économistes qui sont penchés sur la question ont réussi à le montrer. Bien. Et ça fait partie de l'état d'esprit français. Toujours cette façon de vouloir exploiter, spolier les Africains. Escroquer. Escroquerie. Vaste escroquerie. Maintenant, quand cet argent est à leur disposition et que nous venons demander justement un prêt
Ils disent, pas de problème, nous allons vous aider. Ce sont eux qui fixent les montants. Nous entendons les conditionnalités. Nous allons vous aider à concurrence de tels montants qui vont prendre dans nos devises. Regardez. Ensuite, ils disent, nous vous proposons tel taux d'intérêt. En fait, ils ne proposent pas, ils imposent. Vous venez en mendiant, ils imposent leurs conditions. En Europe, parfois, on prête avec des taux négatifs. Mais jamais l'AFD a prêté aux Africains à des taux négatifs, jamais. Ce sont toujours des taux positifs et élevés. Parce qu'il faut rembourser. Et elle fixe également la période. Ça entre dans les conditionnalités. C'est elle qui décide. C'est elle qui la met au-dessus. Les Africains, on la met en dessous. C'est elle, l'AFD, qui identifie les projets d'investissement. Elle dit, vous allez investir dans tel secteur, nous allons financer tel secteur et tel secteur. Enfin, un pays veut se développer. C'est lui qui définit son plan. Ses priorités. Ses priorités de développement. Ses politiques publiques. C'est lui. Or, la France, non. Vous impose. Elle va financer dans des projets, en fait, circonstanciels. Qui ne vont pas impacter, effectivement. Qui ne vont pas, de manière structurelle, impacter le pays. La France n'a jamais financé des projets dans le cadre de l'industrialisation, par exemple, de certaines de nos filières. La France n'a jamais financé des projets, par exemple, pour que nous puissions avoir ici au Gabon des usines qui vont pouvoir recomposer, par exemple, des automobiles ou bien des ordinateurs. Elle ne le fait pas. Car elle voit très bien que ce genre de projet structurant va apporter un transfert de technologie et va nous rendre peut-être autonomes, voire concurrents de la France. Et c'est ce qui s'est passé avec la Chine, d'ailleurs. Bien. Donc, ces projets-là, qui ne peuvent pas la mettre en situation de délicatesse avec nous, elle ne va pas les financer. Mais les autres projets, qui sont en fait finalement des projets bien accessoires, elle met de l'argent. Et c'est elle qui définit justement la nature de ces projets. Et lorsqu'elle a défini la nature des projets, la France dit, l'argent qu'on vous donne, qui n'est pas son argent, mais qui est le nôtre, l'argent qu'on vous donne, on vous donne tel montant, avec tel taux, et vous allez rembourser dans tel temps d'échéance, cet argent-là, dont nous avons fixé déjà les projets, eh bien, ce sont les entreprises françaises qui doivent réaliser ces dans le cadre des appels d'offres. Les thèmes de référence ce sont les entreprises françaises qui viennent, justement, maintenant, faire le travail. Et cet argent, qui est notre argent, on nous le donne comme s'il appartenait aux Français. Et ce sont encore les entreprises françaises qui viennent prendre cet argent, finalement, et qui va rembourser, c'est nous. Nous remboursons les intérêts, exactement. Mais l'argent atterrit dans les entreprises françaises, et ça crée de la richesse en France. Est-ce que vous voyez l'entourloupe? Mais c'est cela. C'est cela que l'AFD fait depuis maintenant près de 50 ans. Alors, je vais terminer. Je vais laisser la parole à mon frère pour qu'il puisse justement apporter de l'eau à mon moulin. Il serait intéressant, quand on a maintenant compris l'escroquerie, de demander à la France de faire un bilan de son action. Parce que quand vous mettez en place une structure qui prétend aider les Africains à se développer, il faut après 65 ans voir l'état de développement de ces pays africains. Est-ce un État avancé? Si oui, alors l'agence de développement, d'accord, a fait du très bon travail. Voyez-vous, les pays africains se sont développés. Mais si le bilan est négatif, comme d'ailleurs on le constate dans la plupart des rapports économiques annuels de la Banque mondiale, les pays francophones sont toujours parmi les derniers. Ils ont régressé. Seul l'île Maurice et encore les Seychelles, parfois, donnent un peu à penser que ces pays-là, qui sont dans la zone francophone, se débrouillent assez bien. Mais la plupart du temps, ce sont les pays de l'Est, les pays anglophones, d'accord, qui font bonne figure. Donc, nous pouvons dire, sans crainte de nous tromper, que l'aide publique au développement que la France octroie aux pays africains est une aide qui n'atteint pas ses objectifs. Il serait intéressant de faire un audit financier de l'AFD. Essayer de voir si tout l'argent qu'elle a investi au Gabon ou dans les autres pays de la zone francophone, la zone CFA, si cet argent-là a réellement été utilisé pour les besoins de développement, ou bien si cet argent a été évaporé. Et ça pose la question du remboursement. Et je laisse la parole à mon frère Nestor. Le remboursement, on ne peut rembourser, de mon point de vue, que l'argent qui a été effectivement dépensé pour les projets, d'accord, dont on avait pensé qu'il permettrait au Gabon de se développer. Si l'argent a été évaporé, les citoyens gabonais n'ont pas à rembourser un argent qui s'est évaporé dans des comptes privés. C'est un débat que nous allons avoir et je pense qu'il est important au moment où la dette du Gabon se chiffre à près de 7 000
milliards et qu'on nous demande donc de rembourser cette dette. Alors, juste avant on va revenir vers vous, monsieur Obiang. J'aimerais que la technique nous balance le troisième élément, justement, qui va nous permettre effectivement d'illustrer les propos de monsieur Ngomo. Le troisième élément. Alors, on va parler pour finir des pays du tiers-monde. Parce que, alors là, le système dont je viens de vous parler, il est merveilleux parce que, bon, c'est très bien d'endetter une belle-sœur dans une petite ville, c'est très bien d'endetter une grosse entreprise dans une capitale, mais le top du top, c'est d'endetter tout un pays d'un coup. Et là, il y a des spécialistes de ça, il y a le Fonds monétaire international, il y a la Banque mondiale, il y a l'OMC, qui ont des individus, des équipes particulières qui vont dans les pays pauvres, en général où on peut trouver des ressources qui sont utiles aux pays riches, des ressources minières, des ressources géologiques, des ressources énergétiques, du pétrole, etc. Et on dit aux dirigeants de ces pays, est-ce que vous savez que vous êtes assis sur des montagnes de profits? Mais comment vous allez faire pour les tirer du sol, pour les extraire? Vous n'avez pas d'usine, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'ouvriers, vous n'avez pas de savoir-faire, vous ne savez rien. Et pourtant, Dieu sait que vous pourriez vous enrichir, et enrichir votre population. Ben non, on ne peut rien faire, on n'a rien, on n'a rien. Bon. Ben écoutez, nous, on est le FMI, on est la Banque mondiale, on peut vous prêter des milliards de dollars. Et avec vos milliards de dollars qu'on va vous prêter, vous allez pouvoir exploiter vos ressources et nous rembourser haut la main sans problème. Mais il y a une petite clause dans le contrat de prêt, et de toute façon vous ne pouvez pas y couper, c'est que vous allez avoir besoin de routes, vous allez avoir besoin d'un port pour que les pétroliers puissent aborder, vous allez avoir besoin d'un pipeline pour aller des puits de pétrole au port, vous allez avoir besoin de soldats pour protéger le pipeline des terroristes, donc on amènera aussi quelques soldats, et vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent pour financer tout ça. Et à qui vous allez acheter tout ça? Où sont vos entreprises? Mais on vous a dit, on n'a pas d'entreprise. Ah bon? Ben écoutez, c'est pas grave, nous on en a. En Occident, beaucoup, on en a plein. On a Halliburton qui fabrique des usines, on a Areva qui a besoin d'uranium, on a Bouygues qui fabrique des autoroutes, des ports, tout ce que vous voulez, on va vous faire ça aux petits oignons, pas de problème. Et c'est comme ça que ça marche. On vous prête 15 milliards, sous réserve que vous fassiez travailler nos entreprises, et de toute façon vous ne pouvez pas faire autrement. Donc regardez bien ce que ça fait au point de vue monétaire. Il y a 15 milliards qui sont créés ex nihilo par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international, c'est un organisme qui récupère quelques dépôts de la plupart des pays de la planète qui servent de garantie pour faire des crédits, des prêts aux pays sous-développés. Donc il y a 15 milliards qui partent de la Banque mondiale et qui vont sur les comptes du pays sous-développé. Et aussitôt ces 15 milliards-là qui sont dans le pays pauvre, ils retournent dans le pays riche pour aller payer des entreprises occidentales qui vont dans le pays pauvre faire du boulot, construire des trucs. Du point de vue du pays riche, quand vous allez vendre des produits et des services dans un pays pauvre à l'étranger, pour vous, c'est quoi? C'est des exportations ou des importations? Des exportations. Voilà. Je vais aller exporter une usine, Areva, moi français. J'exporte une usine. J'exporte du travail. J'exporte des chars. J'exporte des fusils. J'exporte des outils, de l'outillage. Donc, ce qui est génial, c'est que les 15 milliards qui sont partis des pays occidentaux, qui sont allés dans le pays pauvre, il y a des services qui sont exportés par les pays occidentaux envers les pays pauvres, et l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans les pays riches, les 15 milliards. Ils reviennent. Bon. Et donc les 15 milliards, c'est comme si on avait eu une belle-sœur qui avait emprunté 15 milliards et qui nous les distribue, puisque les ouvriers des entreprises des pays occidentaux, les actionnaires des entreprises des pays occidentaux, ils vont avoir plus d'argent grâce à ces 15 milliards qui reviennent. Donc ils vont les dépenser dans l'économie, ça nous fait des transactions nouvelles, de l'emploi nouveau, qui va ruisseler dans notre économie. Mais c'est pas tout à fait comme si c'était des belles-sœurs qui les avaient empruntées, parce que les belles-sœurs, il aurait fallu qu'elles rendent les intérêts, et donc qu'elles reprennent leur argent, et qu'elles en reprennent le double, et que nous, on ait des nouveaux emprunteurs qui arrivent pour payer les intérêts des nouvelles belles-sœurs. Là, non. C'est qui la belle-sœur qui paye les intérêts? C'est les pauvres. C'est les pays sous-développés. Et donc on a été leur construire des trucs qui vont nous permettre d'exploiter leur richesse,
On a eu de la monnaie en plus qu'on a créée nous-mêmes en la faisant passer par les pays pauvres, mais qui revient chez nous net d'intérêts. Et qui paye la dette, qui paye les intérêts, c'est le pays pauvre. Et ils ont deux solutions. Soit ils empruntent à nouveau le montant des intérêts pour pouvoir nous les rembourser, ce qui double leur dette. C'est pour ça que des fois vous entendez des présidents de pays sous-développés qui disent « Mais c'est pas possible, on l'a déjà payé 15 fois la dette, comment ça se fait qu'il faut qu'on paye encore ?» C'est parce qu'ils ne peuvent pas la créer. C'est parce que pour rembourser des dollars, il faut qu'ils les empruntent. Puisqu'il n'y a que nous, les Occidentaux, qui peuvent créer des dollars pour les endetter. Et donc, soit ils empruntent pour continuer à payer leurs intérêts, soit ils vendent leurs ressources pour presque rien. Ce qui nous permet à nous d'avoir le niveau de vie qu'on a. Et d'avoir les ressources des pays sous-développés, qu'on a bien choisis parce qu'ils étaient riches en ressources dont on a besoin, et d'avoir le niveau de vie qu'on a, et d'avoir de l'essence pas chère, et d'avoir des iPhones pas chers, etc. C'est grâce à ça. Donc il faut réfléchir à ça aussi. Il faut savoir que si on a le niveau de vie qu'on a, c'est parce qu'il y a une prédation sur les ressources de la Terre entière, qui nous profitent. Torture avec ça. Voilà, donc je crois que vous avez regardé l'élément comme nous, monsieur Obiang. Alors, donc j'ai fait exprès de passer l'élément, d'accord, entre l'intervention de monsieur Ngomo et la vôtre, pour vous donner effectivement du grain à moudre par rapport à ce que vous allez dire. Bon, alors commençons par la capsule qui vient de passer. Elle est suffisamment explicative. Et en plus, elle a le mérite d'être expliquée par ceux-là qui profitent de nous. C'est-à-dire, c'est un occidental qui nous explique le mécanisme de l'escroquerie que constitue l'Agence française de développement, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. En réalité, ces pays-là ne nous prêtent rien du tout. L'explication vient d'être donnée. Et je vous assure que le monsieur qui parle n'est pas n'importe qui. C'est quand même un professeur émérite. Comment ça se passe? Pour emprunter auprès de la Banque mondiale ou du FMI, il faut déjà que vous soyez membre. Être membre, ça signifie quoi? Ça signifie que vous cotisez. Vous voyez? Ce sont des esbroufs, des escroqueries que les autres ont préparées longtemps en avance. Et malheureusement, nos universitaires, nos soi-disant experts, qui eux sont allés se former chez eux, ne peuvent pas comprendre que derrière tout ce qu'on leur apprend, il y a une escroquerie planétaire. Parce qu'elle vise la domination planétaire au plan financier, au plan économique, au plan militaire. Malheureusement, certains pays l'ont découvert. C'est pour ça que je me suis amusé, lorsque j'étais étudiant, et même aujourd'hui, à étudier les analyses faites par les universitaires de l'Union soviétique de l'époque. Vous savez, prenons un cas en économie, je vais vous expliquer tout à l'heure. Lorsque nous parlons des cycles économiques, n'est-ce pas? Le meilleur développement n'a pas été fait par les Américains ou les Français ou les Occidentaux. Les meilleurs développements sur le capitalisme, sur les cycles économiques ont été faits par les socialistes. Et notamment Kondratiev. Ouais. Il y a Kitchen, n'est-ce pas, qui parle des cycles, mais Kondratiev a non seulement parlé des cycles, ce qu'on appelle en anglais des trends, mais il a démontré, cycle par cycle, comment le capitalisme ruine les pays de la périphérie que nous sommes, c'est-à-dire les pays du tiers-monde, les pays en voie de développement. Bon, aujourd'hui, par simple courtoisie de langage, on nous appelle maintenant pays à revenu intermédiaire de la tranche haute. Mais en réalité, la preuve, regardez la dernière escroquerie. Macron est arrivé ici, il vous a parlé de quoi? Taxe sur la biodiversité, alors qu'ils ne peuvent pas déjà payer la taxe carbone, il faut maintenir vos forêts, il faut faire ceci. Bon, on va venir vous aider à avoir de l'eau et de l'électricité, mais éoliennes. Ils sont là depuis des années. Mais ils sont là depuis plus de 30 ans. Pour qu'ils n'arrivent pas. C'est de la pure moquerie. Nous avons besoin aujourd'hui d'établir un nouveau type d'accord. Et pour établir un nouveau type d'accord avec ces gens-là, c'est simple. On revoit depuis 1960. Lorsque les accords ont été signés. Parce qu'il y a une partie qui est secrète, que je ne voudrais pas dénoncer ici à la face de tout le monde. Mais les autres accords doivent être revus et poser clairement le problème comme l'a fait le Rwanda. Le Rwanda, c'est juste là à côté.
Quand les Français n'ont pas été d'accord, le roi a dit, bon, écoutez, moi, c'est pas compliqué, je m'en vais chez l'autre côté. Ils ont posé l'anglais chez eux comme langue, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous pouvons le faire, mais pour cela, nous avons besoin de dirigeants qui ne soient pas des endocolons, qui ne soient pas des hommes libres, parce qu'il y a une dimension dans les développements que nous faisons sur le plan économique, financier et l'Est, il y a une dimension que nous refusons, de manière consciente ou inconsciente, à analyser. C'est la dimension spirituelle. Oui, mais Macron, quand il est arrivé, il a dit désormais, nous sommes dans une relation gagnant-gagnant. Bon, j'ose espérer. Je parle de dimension spirituelle, pourquoi? Mon cher ami, regarde, nous sommes là. Moi, je suis chrétien, toi, tu es musulman. Mais nous arrivons à entretenir un dialogue sans s'offusquer de ce que nous appartenons à deux religions différentes, mais qui ont comme socle commun un même Dieu. Vous avez votre approche à vous, nous les chrétiens, nous avons notre approche à nous. Mais nous reconnaissons tous la même chose, c'est que Dieu est au-dessus de nous. Les Anglais disent Almighty, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Si vous ne prenez pas en compte la dimension spirituelle, mais alors, nos frères qui sont dans des réseaux souterrains, qui appartiennent à certaines sectes et tout, quel est leur travail au niveau de la République? Mais de saboter toute action qui viserait à nuire aux intérêts du maître. C'est ce que nous appelons endocolon. Pourquoi? Parce que c'est l'esclave qui ne veut pas se libérer de ses chaînes. Très bien. Alors là, ça nous permet, avec votre intervention, ça nous permet de faire directement le lien avec le dernier pan donc, de notre émission, celui où nous allons montrer le rapport qu'il y a entre le surendettement, d'accord, et les détournements des NUP, parce que je vais dire même c'est ça le point d'orgue même de notre émission, parce que on veut coller avec l'actualité, et surtout avec le procès qui s'est déroulé ici il y a quelques jours, où on a montré à la face nationale que voilà, il y a de l'argent dans ce pays, cet argent qui vient le plus souvent donc des prêts que l'État contracte avec les organismes financiers internationaux et les bailleurs de fonds. Cet argent, une grande partie finalement est détourné pour atterrir dans des comptes privés. Voilà. Et donc là, je vais vous redonner la parole, monsieur Obiang, afin que vous puissiez effectivement déjà dans un premier temps je vais dire quoi, nous planter le décor par rapport effectivement à ce lien-là, mais et surtout montrer comment, en fait, et là peut-être c'est une question que je vais poser à M. Gomet, voilà, montrer un peu comment, en fait, ça se passe, effectivement, pour faire que le pays, qui dispose effectivement d'une manne financière à travers les organismes financiers internationaux, mais n'arrive pas à financer les projets pour lesquels ils sont mis à disposition, mais enfonce le pays dans un endettement endémique qui n'en finit pas. Bien. La réponse peut paraître simple. Et je disais tout à l'heure, avant de répondre à votre question, je voulais dire qu'il ne faut pas oublier la dimension spirituelle. Parce que, M. Bouka, le lavage de cerveau, il existe, n'est-ce pas? Le formatage de l'individu, ça existe. Aujourd'hui, lorsque nous regardons certains endocolons, on se rend compte qu'ils répondent à la description faite par Aimé Césaire. Peau noire, masque blanc. Non, France Fanon. France Fanon, pardon. Oui. Peau noire, masque blanc. Ce sont des Gabonais comme toi et moi, mais qui raisonnent complètement différemment parce qu'ils ont été formatés pour regarder les choses d'une certaine manière et pour servir des intérêts qui ne sont pas nécessairement les intérêts gabonais. Donc, si ce sont ces gens-là que vous avez à la tête des différents départements qui doivent gérer ces problématiques pour le compte de notre pays, il va de soi que les solutions ne seront jamais trouvées. Rappelez-vous, vraiment je résume parce que c'est tout un cours qui prendrait 4 ou 5 émissions. Rappelez-vous que sous Ali Bongo, il y a un ministre de l'économie qui a été viré de son poste. Pourquoi? Pour avoir fait des dégrèvements fiscaux sur les sociétés pétrolières. Les Gabonais ont la mémoire. Sous Ali Bongo, il y a un ministre de l'économie qui a été viré pour avoir fait des dégrèvements. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'assister à Mondovision à un procès, celui qui concernait les petites mains qui agissaient pour le compte de la grande mafia organisée par Ali Bongo, sa femme et son fils. Mais ces petites mains
bien qu'étant de second couteau, ont eu, je dirais même, la chance et l'honneur de nous dévoiler comment le système fonctionnait. Vous vous rappelez que lorsque le jeune OCDE a voulu sortir la liste des gens qui recevaient tous les mois de l'argent public pour acheter leur silence, en plein tribunal, oh non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, non, non, non. Parce que même dans le tribunal en question, il y avait des gens qui savaient que leur nom allait apparaître. Curieusement. Ils ont éteint la chose, et pourtant c'était révélateur. Pourquoi l'État se sent-il obligé de donner des fonds aussi colossaux à ces gens-là, alors que si je prends le cas des parlementaires, ce sont des élus du peuple. Bien ou mal élus, ce sont des élus du peuple. Pourquoi à un élu du peuple censé représenter les intérêts de ce peuple ou d'une circonscription au travers desquels il a été élu, va recevoir des fonds pour justement ne pas faire le ce pourquoi il a été élu? Parce qu'il y a des raisons à cela. Ça fonctionne comme dans les réseaux mafieux. C'est-à-dire qu'au-dessus de la pyramide, vous avez le capo de tutti capi, c'est-à-dire le chef de tous les chefs. Et puis vous avez en descendant les différentes strates. C'est comme ça que ça fonctionne une mafia d'État. C'est la même chose. Mais comment il s'appelle, Brice Lacruche Alianga l'a dit, là, il a une interview où il a assimilé le système effectivement de l'ancien régime à une mafia. Il l'a dit. Vous voyez donc les bouches commencent à s'ouvrir et quand elles s'ouvrent, il est difficile de les arrêter. Pourquoi? Parce qu'elles nous font découvrir depuis les années 60 comment la République a fonctionné et quelles étaient la manière dont ces gens-là pensaient gérer le pays en mettant de côté des générations entières. Vous et moi, nous avions été sacrifiés pour des intérêts autres que l'enrichissement personnel de ces individus-là. Le pays lui-même a été sacrifié. Pas de route, les hôpitaux, il manque de médicaments. Dans chaque, prenez le cas de Libreville, dans chaque arrondissement, il manque même un hôpital par arrondissement. Donc, on a mis de côté tout ce qui pouvait participer comme élément structurant en vue de créer, n'est-ce pas, des conditions de développement. Je vais vous reprendre un discours du président Bongo lors de la présentation de en 2007. Rapidement. Je constate pour le déplorer que le petit tissu économique que nous avons voulu mettre en place est en train de se déliter. Qu'est-il arrivé au Gabon? Il s'est interrogé. Mais il interrogeait qui? Il interrogeait ceux avec qui il gouvernait. Donc c'est pour vous dire que lorsque nous parlons du surendettement du pays et des détournements de deniers publics, nous voulons simplement dire que c'est le système à travers lequel l'État a fonctionné qui nous a amenés à cette finalité. Et donc aujourd'hui, si nous voulons inverser la tendance, il va falloir redéfinir, n'est-ce pas, de tout au tout, la manière dont l'État est structuré, la manière dont les finances de l'État sont gérées, et qu'est-ce qu'il faut comme booster pour que nous trouvions de nouvelles sources de financement moins contraignantes. Et nous en avons les moyens. Je vous prends l'exemple, je ne peux pas monopoliser la parole. Nous avons des terres rares. Nous avons des métaux rares et tout. Supposons que nous exploitions ces terres rares, M. Bouka, en disant ça là, pendant 2 ans, c'est pour rembourser cette dette qui commence à nous étouffer, comme un bois constructeur, n'est-ce pas? Après ça, tout ce qui sera issu de là va nous permettre de redéfinir les contours de notre budget et de voir comment nous pouvons fonctionner au niveau de l'État par l'annualité budgétaire, mais en même temps que nous mettons de côté de l'argent pour les projets prioritaires, donc la pluriannualité de ce qui nous paraît essentiel à obtenir pour que le pays puisse se développer. C'est faisable, d'autres pays l'ont fait avant nous. Très bien, parfait, je vous remercie M. Obiang. Donc là, je vais me tourner vers M. Ngoumo pour que lui, à son niveau, il puisse effectivement faire ressortir ce lien de causalité qu'il y a entre les détournements donc des deniers publics et le surendettement donc du pays aujourd'hui qui est de plus en plus décrié puisque le Gabon, comme je disais tantôt, est à l'heure de la mobilisation de ses ressources. Alors, je pense que à ce stade de la discussion, on a réussi à faire comprendre aux Gabonais que la dette en elle-même, dans son principe, est vertueuse, puisque c'est un pays qui
qui essaye de compenser son déficit budgétaire en accédant à des crédits d'une manière ou d'une autre. Ces crédits lui permettant de réaliser des projets d'investissement, souvent structurants, pour générer après suffisamment d'argent, de revenus, pour rembourser la dette. D'accord? Et donc garder un taux d'endettement qui ne soit pas au-dessus du 1/3 de son PIB. C'est ça le principe. Mais quand ce processus n'est pas respecté, il faut essayer de savoir quelles sont les causes. Et nous venons d'en montrer quelques-unes. La première cause d'ordre occidental, c'est le fait que la vision de ces institutions, c'est de faire en sorte que la prédation de nos richesses se perpétue et que la domination que l'Occident a sur les autres parties du monde perdure. C'est leur vision en réalité. Malgré tous les discours qu'ils tiennent, ils n'ont pas l'intention de nous voir nous développer et puis accéder au même stade de nations industrialisées qu'ils ne souhaitent pas, premièrement. Donc, cette prédation des Occidentaux, cette volonté de puissance et de domination, s'accompagne nécessairement d'une complicité des élites africaines, qui ne sont pas d'ailleurs les meilleures, puisque les meilleures élites sont écartées. On prend souvent les médiocres, ce sont eux qu'on hisse à la tête de l'État et qui jouent le jeu de la corruption. Et dans cette corruption, eh bien, on constate qu'il y a des détournements. Je ne reviens pas sur l'argent déjà que les Occidentaux récupèrent dans le processus d'endettement. Je parle maintenant que quand l'argent est disponible dans les caisses d'un État, eh bien, l'élite qui est là détourne l'argent. Cet argent va où? Cet argent va dans les banques occidentales. Et donc, nous avons un pays qui a pris une dette, qui devait investir pour rembourser la dette et qui ne peut pas la rembourser parce que l'investissement n'a pas été réalisé. Mais la dette est là. Elle court et il faut la payer. Et que fait-on maintenant pour la payer? On va à nouveau s'endetter. Et donc, on passe de 36% à 30%, 40% à 50%, 50% à 70%. Et les institutions voient bien le jeu. Si elles voulaient véritablement que les choses s'arrêtent, elles diraient non. On vous a donné une première tranche. Cet argent a été détourné. D'accord? Il faut que les personnes qui ont détourné aillent en prison. Nous allons nous battre pour faire en sorte que l'argent détourné revienne dans vos caisses pour que vous puissiez maintenant repartir de plus belle. Elles ne font jamais ça, ces institutions internationales. Elles continuent à donner de l'argent pour que nous soyons de plus en plus endettés. Donc, vous voyez, on peut établir un lien donc de causalité entre l'argent qui est emprunté sur les marchés financiers, auprès des partenaires internationaux, auprès des États, et le surendettement qui est dû au fait de la captation, de l'évaporation de tous ces différents crédits financiers. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, c'est constater cela. Et que le narratif, aujourd'hui, que tiennent l'élite économiste qui a été formée dans ces grandes universités africaines, l'élite économiste africaine, que ces élites arrêtent de nous faire croire que c'est toujours par la dette que nous allons nous en sortir. De cette façon-là. Non. Il faut que nous ayons maintenant un tout autre narratif, un tout autre récit. Et comprendre, comme il disait, que nous devons envisager maintenant d'autres politiques publiques avec d'autres sources de financement. Qu'est-ce que moi je vois dans la consolidation budgétaire ou bien la stabilisation budgétaire lorsque l'on veut, par exemple, sortir un peu de la dette lorsqu'on la rembourse? Il y a souvent la possibilité d'augmenter les impôts, n'est-ce pas? On augmente les impôts pour avoir un peu plus d'argent et comme ça, on n'aura plus de raison d'aller emprunter. Mais les impôts, c'est encore les populations qui vont payer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au Gabon, nous avons, comme il a dit, beaucoup de métaux rares. Nous avons beaucoup de richesses géologiques. Mais aujourd'hui, ces richesses sont exploitées. Pas toutes sont exploitées. Avec des contrats léonins. Mais rien n'empêche au président de la République, pour qu'il n'ait plus allé vers les institutions financières pour s'endetter, rien n'empêche au président de dire, bon, écoutez, je veux avoir une idée de tous les contrats miniers qui ont été signés avec les différents partenaires, tous sans exception. Et je veux qu'une équipe, une commission technique multidisciplinaire, c'est-à-dire droit, ceux qui sont les spécialistes des mines, regarde de plus près ces différents contrats et me font voir si ces contrats ont été signés dans l'intérêt du peuple gabonais. C'est-à-dire si les pourcentages sont acceptables. Mais ce sont des contrats léonins avec à la clé des ministres qui ont signé et qui ont eu quelques pourcentages personnels. Je veux avoir un audit de ces contrats.
Dès l'instant où les contrats sont audités, mais nous remettons un rapport au président, monsieur le président, sur les 95 contrats que nous avons pu analyser, il apparaît que 90 ont été faits de façon parfaitement léonine et nous devons absolument les revoir. On appelle donc les partenaires pour leur dire, écoutez, nous ne pouvons plus continuer, nous ne pouvons plus nous endetter. D'accord? Parce que ça va être insoutenable. Nous sommes en train de dépasser les 70%, bientôt les 80% du PIB. Non, nous ne pouvons plus nous endetter. Nous voulons maintenant pouvoir accéder, non pas par l'impôt à des crédits supplémentaires, mais par des pourcentages plus importants de nos contrats. Exactement. N'est-ce pas? Il s'agit quand même de nos richesses. Il s'agit quand même de nos richesses. Ouais. Bien. Et puis ça fait quand même longtemps que vous avez cette part léonine. Est-ce qu'on ne peut pas maintenant revoir? Et c'est une démarche qui nous semble être une démarche respectueuse. Une des parties trouve qu'elle n'a plus beaucoup d'intérêt, puisqu'elle a du mal à gérer le pays sur le plan financier, la dette est énorme, mais elle a la possibilité d'engranger de l'argent si elle revoit les contrats d'exploitation miniers ou bien d'hydrocarbures. Mais si la partie en face est compréhensive, elle va se dire, ok d'accord, renégocions. Et nous renégocions. Mais vous avez bien dit si. Je dis bien si. Oui. Je dis si, mais c'est un C'est euphémisme. conditionnel. Autrement, on leur dit, écoutez, messieurs, si vous n'êtes pas d'accord, si la France, par exemple, je prends la France, car c'est elle qui a fait signer à notre pays depuis les années 60 des contrats léonins. Je ne voulais pas la citer, mais vous m'obligez maintenant à la citer. C'est elle qui a fait signer à nos pays les contrats léonins. Que ce soit dans le domaine du pétrole, dans le domaine de l'uranium, dans le domaine du manganèse, dans tous les domaines, la France a toujours pris la part du lion. Bien. Et à l'époque, en face, il y avait des personnes qui n'avaient pas la stature pour s'opposer à elle, et ceux qui essayaient étaient purement et simplement écartés, assassinés, tués, éliminés. Bon, maintenant, aujourd'hui, qu'elle ne peut plus toujours procéder par élimination, il faut bien maintenant qu'elle accepte le débat et qu'on puisse discuter. On dit, voilà ce que nous proposons. Soit elle est compréhensive, et donc elle accepte que nous négocions, donc les équipes se mettent ensemble, et puis on essaie de voir comment les deux parties trouvent leur compte. Soit elle refuse, c'est-à-dire qu'elle fait la tête de mule, on dit, bon, après tout, ce sont nos contrats, ce sont nos richesses, pardon, et nous sommes capables de changer de partenaire avec qui traiter. Ce sont nos richesses après tout. Vous n'êtes pas le seul partenaire. Nous pouvons traiter avec la Russie, nous pouvons traiter avec le Brésil, nous pouvons traiter avec la Chine, avec les États-Unis. Donc si vous ne voulez pas accepter de nouvelles conditions d'un État souverain, eh bien maintenant, nous avons décidé d'avoir d'autres partenariats. Et dès cet instant, eh bien, la France n'aura pas d'autre choix, soit d'accepter le jeu, et dans ce cas tant mieux pour elle, soit de faire tomber le régime souverainiste qui a l'intention maintenant de travailler pour le bien du peuple. Donc il ne faudra pas s'attendre à ce que forcément elle soit indifférente. Donc si j'ai bien compris, c'est à nous effectivement de prendre toutes nos dispositions. Exactement. Ouais. Et je vais terminer sur... Rapidement. Oui, je vais terminer sur... On se arrive à la fin, je vais terminer sur la dette. Moi je pense qu'il faudra un jour que nous sortions du narratif occidental et que nous proposions un récit qui corresponde à la vérité. Maintenant nous détenons toutes les informations qui nous manquaient avant. Il faut donc qu'un jour on fasse le dit de la dette gabonaise. Aussi bien le dit de la dette publique intérieure que la dette publique extérieure. Et qu'on essaie de savoir, dans cette dette que nous devons rembourser, quelle est la somme d'argent, le volume d'argent qui a effectivement été utilisé pour le projet qui avait été identifié. Et à quel niveau le projet a été réalisé. Quand cette étude nous montrera le travail réalisé et les sommes engagées, nous dirons Gabonais, nous devons rembourser cette dette parce qu'effectivement, cette dette a servi à construire des hôpitaux, ou bien à construire des écoles, à construire des dispensaires. Ça nous a servi. Mais si on se rend compte que les 70% de la dette, que ce soit intérieure ou bien extérieure, ces 70% ont été volatilisés, évaporés, détournés, non seulement il faut qu'on sache qui a détourné, et qu'ensuite on demande à ceux qui ont détourné de ramener l'argent. S'il faut passer par voie judiciaire, bien on passera par voie judiciaire et c'est ce qui a été fait. Exactement. Nous avons 4402 milliards de francs CFA qui ont été évaporés sur les 7000 milliards de dettes qu'on nous dit avoir. Bon. Donc on fait la différence, ça veut dire qu'il y a peut-être 3000 milliards qui ont peut-être servi. Car si on poursuit d'autres enquêtes, car il y a des noms qui ont été cités, des noms qu'on a refusé de citer, mais tous ces noms renvoient à des affaires et donc à des détournements, à des détournements de fonds. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des Gabonais qui doivent croiser les doigts pour que leur nom n'apparaisse pas. Mais pourquoi vous croisez encore les doigts, messieurs? Quand vous détournez l'argent du peuple gabonais, vous devez savoir qu'un jour la justice allait frapper. Maintenant elle est en train de frapper. Venez rendre des comptes. La dernière fois je disais, soyez simplement, on va dire, magnanime. Faites-vous enregistrer auprès du ministère des Finances, ou bien auprès de la Cour des comptes, je ne sais pas quelle institution, et puis accepter une mise en débit et rembourser
de manière secrète tout l'argent que vous avez volé au peuple gabonais et vous n'apparaîtrez pas ni dans les journaux ni devant la barre. Mais si vous ne le faites pas, eh bien vous tomberez sur la sanction et cet argent va être remboursé et peut-être que sur les 7 000 milliards, je termine là, que nous devons aujourd'hui, plus de 7 000 milliards que nous devons aujourd'hui, eh bien 1 000 milliards peut-être vraiment servi. Peut-être que 1 000 milliards seulement servi et que 6 000 milliards ont été évaporés. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. 1 000 milliards pour faire quoi? Donc nous demandons vraiment que le procureur général, je lance là un appel à mon petit frère, le docteur Eddy Minnan, qui a fait un très beau procès et je veux l'en féliciter là publiquement. Nous lui demandons de poursuivre l'action. Appelons ça main blanche. Il n'aura pas le destin du procureur Falcone d'Italie, nous le rassurons. Mais il a commencé une œuvre de salubrité publique, il faut qu'il continue. Les personnes qui ont été citées au procès et qui devaient comparaître et qui finalement ne sont pas venues comparaître parce que le procès s'est achevé avant. Ces personnes doivent absolument être entendues par les Gabonais. Et en plus de ces personnes, d'autres qui se connaissent. Et je pense que c'est une très bonne chose que le Gabon essaie enfin de faire le ménage devant sa porte avant de rentrer dans la 5e République. Très bien. Merci, M. Ngomo. C'était là votre mot de fin. Donc, monsieur, ou bien rapidement, en 1 minute, votre mot de fin, s'il vous plaît. Bien, d'abord, faire un constat que tout le monde peut faire, après les développements que nous venons de suivre, après les belles images que vous avez montrées. Nos rapports avec la France, avec les Occidentaux en règle générale, et même les Américains, sont des rapports basés sur l'escroquerie. Pourquoi ? Côté américain, le golfe de Guinée est intéressant pour eux, pour leur flotte et leur armada, industrie militaro, complexe militaro-industriel. Pourquoi ? Pour une raison toute simple. 10 pays du golfe de Guinée sont producteurs de pétrole. Et ces machines-là marchent avec quoi ? Du fioul. Carburant fossile. Donc, venir installer par exemple une base ici, ça c'est maintenant en termes de géostratégie, leur rapporte de l'argent parce qu'ils auront 10 pays qui produisent l'or noir, qui produisent du gaz. Donc, le réapprovisionnement de leur armada sera très facilité. La deuxième chose, pour ce qui concerne nos rapports bilatéraux avec la France, disons-le franchement, Macron est venu se moquer des gens. Parce que pendant que le président lui parlait, franchement, en lui disant, vous voyez, voilà la dette dont j'ai hérité. J'ai juré, selon le principe de la continuité de l'État, et qui nous renvoie à la continuité du service public, d'honorer la dette. Mais je me rends compte que je paye une dette pour le service non fait. Cette dette a servi à grossir le compte de la famille Ali Bongo, sa femme et ses enfants, dans des banques privées. Nous devons donc interpeller le résident de la Banque mondiale, le résident du FMI, tous les responsables des organismes bancaires auprès desquels nous sommes allés pour leur dire, venez, on va s'asseoir, maintenant que vous avez la preuve concrète que tout ce qu'on a pris chez vous comme argent, comme prêt, n'a pas servi pour les projets pour lesquels nous avons sollicité, n'est-ce pas, cette mise à notre disposition de ces fonds-là. Réévaluons notre dette et asseyons-nous à nouveau. Maintenant, le conseil que je donnerai particulièrement à Monsieur le Président de la République sur son respect, c'est de le faire le plus rapidement possible avant que le nouveau gouvernement ne soit mis en place. Il faut appeler ces gens-là, on s'assoit. À la limite, Monsieur le Président, faites aussi intervenir des personnes ressources extérieures au gouvernement, extérieures aux institutions, mais qui ont une idée claire, parce que nous aussi, nous travaillons sur la base des documents officiels que personne d'entre eux ne peut remettre en question. Alors, nous vous aiderons à gérer le Gabon et peut-être à commencer à mettre en place votre ambitieux projet de reconstruction nationale. Voilà un peu ce que nous vous saisirons, Monsieur le Président de la République, avec votre respect. En tout cas, je pense que voilà, la balle est donc du côté donc, de nos plus hautes autorités. À travers donc, ce message qu'on vient donc, de délivrer, parce que l'objectif, effectivement, nous, à notre niveau, nous apportons notre petite contribution pour que l'action donc du chef de l'État soit la plus objective et la plus profitable possible pour notre pays. Et il est appuyé par le peuple qui l'a plébiscité. Exactement, exactement. Donc voilà, c'était donc là grand angle. Donc nous avons aujourd'hui parlé du lien entre le surendettement et le détournement des deniers publics. Et je crois qu'avec nos deux intervenants, nous avons su effectivement démontrer ce lien. Et aujourd'hui, il est
plus que nécessaire pour notre pays de pouvoir donc assainir ses finances publiques, parce que nous sommes à l'heure de la mobilisation de toutes nos ressources pour pouvoir construire le Gabon digne d'envie, tant prôné par le chef de l'État. Voilà. Nous vous disons donc merci de votre attention et nous vous disons à la semaine prochaine, si Dieu le veut. C'est enfin notre sort. C'est enfin notre sort vers la félicité.